Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Critérium, podcast digital marketing. On a la chance aujourd'hui d'inviter Jérôme Neff, avec qui j'ai l'occasion de bosser pas mal. Jérôme Neff qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, formateur à l'ICHEC, formateur à l'IEC, qui est lead social media manager chez Mountain View et dans d'autres agences notamment, personnage connu du social media en Belgique depuis pas mal d'années, qui me fait le plaisir aujourd'hui de me rejoindre dans ce podcast pour discuter plus particulièrement d'un thème qui intéresse beaucoup nos auditeurs et nos clients, qui est le leader d'opinion, notamment sur LinkedIn. Donc, comment se placer comme leader d'opinion sur LinkedIn, comment faire parler de soi et comment faire que les gens aient envie de vous contacter pour faire appel à vos services. Salut Jérôme, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Julien, mais ça va très bien, merci. J'espère que tu vas bien aussi. Ça va, je vais très bien. En plus, je vois qu'on a revêti la même montre aujourd'hui. Incroyable. On fait du marketing personnel pour Nixon, quoi. Donc, s'ils nous entendent ou s'ils ont la chance d'écouter le podcast, ça serait sympa qu'ils pensent à nous, quoi. Ils peuvent envoyer des goodies. Je laisserai l'adresse en bas du podcast. Écoute, ça me fait très plaisir que tu me rejoignes aujourd'hui. Donc, ça fait pas mal d'années qu'on bosse ensemble. On bosse ensemble pour différentes agences, qu'on bosse ensemble en tant que freelance sur certains projets. Et je reçois beaucoup de questions ces derniers temps par rapport à nos clients, surtout en B2B, qui me posent la question, qu'est-ce qu'on peut faire sur LinkedIn ? Est-ce qu'on doit se mettre sur LinkedIn ? Quelles sont les stratégies à appliquer ? Est-ce qu'on doit simplement faire des ads ou on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit poster comme contenu en organique ? Et donc, l'idée aujourd'hui de ce podcast, c'est de parcourir un peu comment utiliser LinkedIn de la meilleure des manières et comment se placer en tant que leader d'opinion. On va voir tout de suite ce que ça représente. Juste avant qu'on commence, je voudrais juste faire un petit aparté pour les marques qui nous écoutent, les indépendants, les PME. On a un cas qui est arrivé 2 fois chez nous ce mois-ci. C'est des nouveaux clients chez nous qui partent d'autres agences ou d'autres freelancers qui viennent chez nous pour bosser, et donc il doit y avoir une passation de compte évidemment, et l'ancienne agence ou l'ancien freelancer n'accepte pas de faire la passation de compte. Il dit non, le compte est chez moi, le client peut partir, mais je passe pas les comptes. Et donc ça, je t'avoue qu'aujourd'hui, ça m'est encore arrivé là ce matin, donc ça m'a mis un peu les nerfs avant de commencer ce podcast. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Non, ça va aller, t'inquiète pas, il y a toujours des solutions, quoi. Écoute, il y a toujours des solutions. Mais donc, ce que je voudrais faire passer comme message aujourd'hui, c'est que vos data vous appartiennent. Quand vous travaillez avec un freelancer ou une agence, faites attention que la structure vous appartienne bien, que tout soit bien à votre nom, sous votre numéro de TVA. Peu importe que le mode de paiement soit chez le freelancer, l'agence ou chez vous, mais sachez que vos data vous appartiennent. Parce que c'est hyper énervant qu'on ne peut pas récupérer des comptes qui sont bloqués par les agences ou les freelancers pour des raisons de privacy qui n'en sont pas. Vous devez avoir la main sur vos data. C'est vraiment l'or aujourd'hui, c'est votre data qui vous appartient. Donc ne vous faites pas avoir. Faites attention quand vous bossez avec une agence ou quand vous comptez partir dans une autre agence. Essayez de conserver vos data et faites attention qu'elles soient bien à vous. C'est un message que je voulais faire passer. Je trouve ça personnellement assez amateur de bloquer les comptes et les data. Si le client part de chez vous, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, il n'y a pas de raison de bloquer les data ou les comptes. Voilà, j'ai fini ma tirade ici. Jérôme, je vais te laisser la parole maintenant. Mais je trouvais ça important parce que je pense que tu as déjà eu le cas aussi chez toi dans ta carrière de pas pouvoir récupérer des comptes parce que le précédent ne veut pas le passer. Et c'est toujours assez embêtant et c'est surtout très embêtant pour la marque qui a construit justement ses audiences et ses campagnes pendant un certain temps et qui se retrouve finalement bloqué parce qu'il ne peut pas les récupérer. Donc, j'ai déjà eu le cas aussi pour d'autres. Après, effectivement, ce qui est toujours important, c'est quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux, c'est de bien réfléchir à la manière dont vous construisez les choses. Donc, effectivement, on peut se retrouver bloqué avec des comptes qui sont passés à droite ou à gauche. Mais effectivement, faire du blocage systématique parce que vous avez perdu un client, parce que le client passe à droite ou à gauche, au final, il n'y a personne qui est gagnant. Quand le client a décidé de changer d'agence, il le change pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Il a changé. A priori, il ne reviendra pas sur sa décision. Donc, faire de la rétention d'informations, c'est toujours compliqué. Et tout ce qui est data, on y reviendra par la suite. La data, c'est un peu l'enjeu crucial aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important de bien penser à cette transmission, à cette portabilité des données, ou à faire en sorte que vous soyez vraiment bien propriétaire des données et que vous donniez des accès à droite ou à gauche à des personnes pour y accéder, mais qu'au final, les choses restez vous. Qu'il n'y ait pas un chantage ou une pression qui soit mise en tout cas sur cet accès. Ouais, tu as tout à fait raison. Comme on le dit, c'est vous qui avez accès à vos données et c'est vous qui donnez des accès et pas l'inverse. Comme ça, vous restez maître de vos accès et maître de vos données. Très bien. Embrayons alors sur le premier tour de ce critérium aujourd'hui. On va poser le contexte directement. Qu'est-ce
qu'un leader d'opinion, qu'est-ce qu'être un leader d'opinion, notamment sur LinkedIn. Donc, pour ceux qui vont sur LinkedIn de manière régulière, on le voit souvent dans notre fil d'actualité, il y a toujours 2 ou 3 personnes qu'on voit tout le temps. On va sur LinkedIn, c'est toujours eux qui apparaissent, et on voit leurs commentaires partout, et on ne voit qu'eux. On va discuter tout à l'heure de l'algorithme LinkedIn et pourquoi se passe ce genre de choses, et pourquoi certaines personnes ont un compte qui explose, qui ont beaucoup de followers, qui ont beaucoup d'engagement, et pourquoi certaines personnes qui produisent parfois du contenu plus qualitatif n'arrivent pas à ces taux d'engagement. Donc je te laisse la parole ici, Jérôme, si tu peux nous expliquer un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu entends par leader d'opinion sur LinkedIn? Alors, c'est l'exemple que tu prends est le bon. Que ça soit sur Facebook ou sur toutes les plateformes ou à LinkedIn aussi, vous avez toujours un petit peu ces espèces de super-héros, des gens qui racontent énormément de choses et qui sont extrêmement visibles pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. Donc ici, je critique pas le fait d'être plus visible que d'autres, mais ce qui est toujours important, c'est de comprendre quel est le contenu qui va être partagé, de quelle manière ce contenu est intéressant. Et si on reprend l'exemple de LinkedIn, on a un phénomène de contenu qui ressemble de plus en plus à du contenu qu'on avait sur Facebook il y a quelques années. Donc, il y a peu, et si je prends juste une anecdote, vous avez, quand vous likez un post sur LinkedIn, vous pouvez faire différentes réactions. Donc, vous pouvez faire des claps, vous pouvez faire d'autres types de réactions. Vous avez pas mal de posts qui sont ici dedans. Je vais appeler des posts qui sont un petit peu de surface, où les gens vont vous demander, ben voilà, par rapport à tel logo, est-ce que je devrais choisir situation 1, situation 2, situation 3? Et donc, vous avez des posts qui vont créer énormément de visibilité, mais qui créent de la visibilité, je pense, pour des raisons qui sont peut-être pas forcément les raisons les plus importantes ou les plus signifiantes, qui ne sont pas sur du contenu, mais sur vraiment de la surface. Je fais appel à de l'interaction directe. En termes d'implication de la part des gens, ben, c'est pas compliqué, c'est comme un petit sondage. Je vais prendre l'option 1, l'option 2, l'option 3. Ces postes-là, vous voyez, c'est des postes classiques qui vont apparaître dans votre fil d'actualité parce que ils génèrent des chiffres qui sont absolument dingues. Si vous regardez uniquement les chiffres, vous allez vous dire, c'est dingue, ce post, il a 3000 likes, 2000 commentaires, c'est dingue, on doit faire des trucs C'est comme ça, ça. c'est complètement viral. On en voit beaucoup pour le moment, effectivement. Comme tu dis, pour les logos, où est-ce que vous préférez cette interface ou cette interface? On en voit passer tout le temps et c'est vrai que c'est vraiment très, très viral pour l'instant. Voilà, et donc c'est des choses qui sont faciles pour créer de l'engagement. L'engagement, c'est une chose qui est valorisée. Par contre, ce que font les plateformes sociales, LinkedIn, Facebook, voire d'autres, ils valorisent l'engagement, ils ne valorisent pas, ou en tout cas, ils ne comptent pas de quelle manière cet engagement a été créé. Donc, si vous voulez vous rendre visible absolument, créez ce genre de post, testez, je vais pas dire créer, je vais pas vous engager dans cette voie-là, mais faites un test par rapport à du contenu habituel que vous auriez l'habitude de faire. Faites ce genre de publication, demander l'avis aux gens en disant voilà, on veut changer l'identité graphique de notre entreprise, ou on hésite entre le projet A, projet B. Mettez un like ou mettez un cœur ou mettez un applause, un clap et on verra bien ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment, je vais appeler du contenu de surface, qui est moins du contenu de leadership. Pour moi, le contenu d'un leader d'opinion, c'est une personne qui prend la parole, qui partage justement des opinions, qui est ici pour créer du débat, pour créer de l'interaction, mais de l'interaction qui est plus profonde. Fondamentalement, ça prend du temps. Ça veut dire que vous avez une attention qui est beaucoup plus longue sur le contenu. Or, on sait bien ici, toutes les plateformes sont sur le côté instantanéité ou le contenu, le côté, ben voilà, il y a du contenu qui se passe tout le temps, il y a tout le temps des choses intéressantes qui pourraient arriver. On vous met face à des stimuli un petit peu dans tous les sens. Et donc, votre attention, ben, c'est quand même difficile de la garder sur un sujet pendant, on va dire, plus d'une minute. Et une minute, on sait bien que c'est déjà, honnêtement, un marqueur d'attention qui est très élevé. Souvenez-vous la dernière fois que vous avez lu un contenu pendant une minute continue sur les réseaux sociaux, ça peut remonter à une éternité. Mais donc C'est pas ici, tous les jours. C'est pas tous les jours, ouais. et donc un leader d'opinion, je pense, c'est une personne qui arrive à combiner du contenu engageant et du contenu de fond. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de pouvoir produire du contenu sur des sujets, de prendre de la parole sur des choses. Et je prenais l'exemple dans une formation récente, plus par rapport à mon sujet ou par rapport à notre sujet au niveau du digital avec toi, Julien. Vous savez pas, mais je pense que vous savez que Facebook, au niveau du groupe, a changé, s'appelle maintenant Meta. Partager la news que Facebook s'appelle Meta, c'est intéressant. Par contre, c'est pas ça qui va être le plus intéressant pour moi en termes de création de contenu. Ce qui va m'intéresser, c'est de voir tout ce que ça peut avoir comme impact au niveau d'une entreprise, au niveau d'une industrie, au niveau de tout ce qui peut se passer à ce niveau-là. Et donc, c'est plus voir tout ce qui est positionnement. Le fait que Facebook se lance dans les métaverses,
Donc tout ce qui est univers, ici avec les Oculus Rift, avec tous des mondes virtuels, des choses comme ça sont pour moi plus intéressantes. De vraiment comprendre quel est l'enjeu pour une entreprise, d'un changement de nom, d'un changement de paradigme potentiel, plutôt que de parler d'une simple news. Et donc, on peut combiner les deux. Je ne critique pas le fait de partager du contenu chaud. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir du contenu qui soit un petit peu plus profond, qui permet de positionner une personne, une entreprise sur un sujet, sur un domaine, et d'essayer de prendre ce rôle vraiment de leader, d'expert sur des sujets. Et puis, ce qui est aussi intéressant, comme tu le mentionnes, c'est d'avoir une opinion. On voit beaucoup de gens sur LinkedIn qui passent leur temps à repartager des news, ce qui peut être une bonne chose, mais ne donnent pas nécessairement leur opinion sur cette news. Et ce qui intéresse les gens, c'est pas l'article que vous partagez, parce que l'article, ils l'ont peut-être déjà vu sur 10 sites différents, ou ils ont peut-être déjà 10 personnes dans leur feed qui ont repartagé le même article. L'exemple avec Meta que tu donnes est tout à fait véridique. J'ai vu 200 personnes partager un article que Facebook devenait Meta, mais il y en a aucun qui a vraiment donné son opinion là-dessus. Et une deuxième chose sur laquelle on peut rebondir, c'est le type de contenu qui va être favorisé par LinkedIn. Donc ça, tu m'arrêtes si je me trompe, mais quand on partage un contenu externe, donc par exemple, j'invente, vous prenez un article sur Yahoo Finance et vous le publiez sur LinkedIn, il aura beaucoup moins de reach et de visibilité que si vous écrivez un post textuel en donnant votre avis sur la news et en mettant par exemple le lien de l'article en commentaire. Donc je pense qu'il y a aussi une question de format, c'est que LinkedIn va prioriser le contenu natif et donc vous avez tout intérêt à donner votre opinion sur un sujet plutôt qu'uniquement repartager des news. Parce qu'à ce moment-là, vous ne devenez pas leader d'opinion, vu que vous n'émettez pas vraiment d'opinion. Vous partagez des choses. Est-ce que c'est des choses que toi, tu as déjà remarqué aussi, Jérôme, qu'on partage de la donnée externe, ça a moins d'impact que quand on publie quelque chose de natif? Mais c'est le jeu partout, hein. C'est idem si vous avez une vidéo. Si la vidéo est sur YouTube, vous partagez le lien sur LinkedIn, sur Facebook. À nouveau, l'enjeu de ces plateformes, c'est que vous passiez un maximum de temps. Le temps qui est passé est mis à profit pour vous servir de la publicité, pour vous exposer à du contenu. Le but, au final, de toutes ces plateformes, c'est que vous passiez du temps qui soit qualitatif ou perçu comme tel. Si le but de la plateforme ou si l'idée de la plateforme, c'est ne faire une dépêche, bah, vous allez sur des portails de news et vous trouverez de l'information. De la même manière où vous faites un flux RSS, vous trouvez de l'information. Donc, le but n'est pas de vous faire sortir tout le temps vers des choses. Ça peut, quand il y a des articles intéressants, on va partager. Mais je considère toujours, en termes de création de contenu, qu'on a différents niveaux et des niveaux qui sont plus ou moins engageants. Le niveau 0, c'est juste d'aller liker ou commenter un post. Et le commentaire, je parle plutôt des posts de surface, comme je disais juste avant. Donc, c'est juste dire, je suis aussi intéressé par le post ou par le white paper que vous allez sortir, envoyez-le-moi. Fondamentalement, ça mange pas de pain, c'est assez facile. Le niveau 2, c'est partager du contenu, que ça soit le contenu de votre page d'entreprise, que ça soit le contenu qui vienne d'ailleurs, juste le partager comme ça. Un troisième niveau, et on s'approche déjà plus de l'opinion, c'est partager cet article, partager ce contenu qui vient de la page de votre entreprise, mais en donnant un point de vue, en incitant les gens à vous dire, voilà, c'est pas juste le énième podcast que j'entends. Non, ce podcast, il est intéressant pour vous parce que on parle vraiment de sujets qui sont d'actualité, des choses qui pourraient vous inspirer. Ça donne déjà un petit peu plus de contextualisation, plus de motivation pour que les gens puissent s'intéresser à ces choses-là. Et le niveau 4, c'est vraiment être dans la création originale de contenu. Ça demande un investissement qui est fondamentalement différent. Relier du contenu, on peut le faire tous les jours. Créer du contenu original, honnêtement, il faut déjà le caser sur une journée de boulot régulière et il y a suffisamment d'activités dans une journée. Mais donc voilà, ça prend du temps. C'est un petit peu comme une carte blanche. Pour moi, le niveau ultime, c'est l'équivalent de la carte blanche dans un journal ou du positionnement. C'est vraiment de dire par rapport à ce sujet-là, je prends le temps de la réflexion, j'amène des sujets, j'émets mon opinion. Ce que j'attends par rapport à ça, c'est pas uniquement que les gens aillent liker. Si c'est ça, tant mieux. Mais honnêtement, c'est une occasion manquée. Ce qui m'intéresse moi, c'est le fait que les gens viennent viennent commenter mon post avec une opinion qui peut être différente, divergente, et on peut débattre à partir de là. Et là, s'enrichit les choses. Et là, votre rôle d'expert peut être justement, mis encore en exergue, en valeur, de par le fait que vous avez partagé les choses. Et on pourrait tous les deux ne pas être d'accord sur certains sujets. Et tant mieux si on n'est pas d'accord sur certains sujets, sur les manières de regarder certaines optimisations, certains indicateurs. De ce débat naît une expertise ou une valorisation. C'est pas parce qu'on a des points de vue différents que directement on va se dire, ok, mais je ne crois pas cette personne, elle raconte n'importe quoi. Mais on peut se dire, effectivement, la manière dont lui considère les choses m'amène à reconsidérer ce que moi je vais faire ici dedans. Et donc, si je prends de nouveau à mon niveau les gens que je vais considérer comme étant des leaders d'opinion, c'est même pas forcément des gens avec lesquels je suis connecté directement. Je vais suivre ces personnes. Et c'est déjà une démarche qui est différente. Donc, je ne suis pas connecté en lien direct, comme vous pouvez être connecté avec des personnes.
le contenu qui est produit par ces personnes m'intéresse. Et donc, au niveau de ce qui est réseau social, il y a 2-3 personnes ici, qu'elles soient en Belgique, qu'elles soient aux États-Unis, qui sont vraiment pour moi des leaders d'opinion dans le sujet. Le contenu qu'ils créent, honnêtement, m'intéresse parce qu'ils partagent les choses. C'est pas uniquement de la technique. Ils donnent de la technique avec un point de vue sur les choses. Et donc, c'est vraiment intéressant de considérer ces points-là pour se dire, au final, on avait différentes étapes dans le contenu. À vous de voir où vous voulez vous situer par rapport à ça. Mais le leader d'opinion, pour moi, c'est un petit peu, voilà, le niveau ultime en termes de création de contenu, en termes de choses qu'on peut atteindre si on veut vraiment se positionner comme étant un expert. Exactement, et c'est ce qu'on voit aussi dans ces fameux leaders d'opinion, c'est que très souvent ils ont des opinions assez clivantes, justement pour générer le débat. C'est pas juste qu'ils déballent leur opinion, c'est souvent ils vont notamment dans la première ou dans la deuxième phrase mettre et se positionner de manière un peu clivante pour justement que les gens qui se disent moi je suis d'accord ou moi je suis pas d'accord prennent le pas d'interagir et de commenter sur le post ou de le repartager pour justement générer encore plus d'interactions. Donc ça, effectivement, comme tu l'as très bien expliqué, ce qu'il faut retenir ici, c'est que on peut faire plusieurs choses sur LinkedIn. Il y a plusieurs niveaux. Tu as très bien exprimé. Je trouvais ça vraiment un très très bon parallèle avec différents niveaux pour arriver à ce niveau ultime de producteur de contenu. Ça ne veut pas nécessairement dire influenceur. Ça veut simplement dire j'ai une opinion forte, je connais mon sujet, je suis un expert dans ce que je fais et le contenu que je partage peut aider les gens qui me suivent dans leur réflexion, dans leur business de tous les jours. Il y a une petite chose sur laquelle je voudrais revenir. On voit souvent des leaders d'opinion qui postent, ou des gens qui ont une forte communauté, qui postent quelque chose et qui, dans les 5 ou 10 minutes, ont subitement 300 likes sur la publication. C'est un peu une légende urbaine, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, ce qu'ils appellent les pods. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces fameux pods? Qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que tu le conseilles? Est-ce que tu l'utilises avec tes clients? Alors, les pods, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur Instagram. Donc, c'était des personnes influentes qui discutaient entre elles pour partager les liens vers leurs publications, pour générer un maximum d'engagement assez rapidement. Que ça soit Instagram, que ça soit Facebook, que ça soit LinkedIn. On l'a dit juste avant, et je reprendrai juste un point par rapport à ce que tu as dit au niveau de l'engagement. Si un post engage, un post a d'autant plus de chances d'être vu. Pour vous, en tant que personne, en tant qu'entreprise, quand vous communiquez, l'enjeu, c'est quand même d'être visible. C'est pas le tout d'être sur une plateforme, de créer du contenu qui est peut-être génial pour vous, mais si personne ne le voit, honnêtement, c'est un drame. Et on est souvent confronté à des entreprises, alors plus sur Facebook que sur LinkedIn, mais qui se sont mis en tête qu'il fallait publier tous les jours. Tous les jours, ça vous fait 5 contenus par semaine. Je prends que les jours ouvrables, ça vous en fait 20 sur le mois. Si vous avez personne qui regarde votre contenu, honnêtement, à un moment, vous désespérez, vous dites, OK, il y a quelque chose qui va pas, ou l'algorithme veut pas de moi, ou quoi que ce soit, c'est un peu dramatique. Et donc, des manières de contrecarrer l'algorithme, c'était justement de travailler avec des pods. Dans ces pods, vous êtes connecté avec des personnes qui ont des intérêts similaires, qui ont des réseaux qui peuvent vous intéresser. Vous partagez le lien vers votre contenu et vous demandez à ces gens-là de le liker. Et donc, automatiquement, après, effectivement, 5, 10, 15 minutes, vous avez des chiffres qui sont assez astronomiques sur l'engagement. LinkedIn perçoit ça comme étant un indicateur positif. Ce qui est positif crée effectivement de l'engagement, ça a de la valeur pour les membres, et donc automatiquement, votre post qui aurait pu vivre sa petite vie pépère va avoir un booster de visibilité et va augmenter la visibilité naturelle du post. Les pods, ça n'existe plus sur Instagram. Ça a été banni. C'est des techniques qui ont été dégagées par Instagram. Instagram est beaucoup plus restrictif au niveau de l'API, au niveau de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. LinkedIn ne l'est pas. Et on parlait tantôt de la notion d'engagement, et tu le disais ici, ce sont des gens qui ont des opinions tranchées, clivantes. Pour moi, c'est une manière aussi de créer de l'engagement. Le fait d'avoir un point de vue, je vais pas dire blanc ou noir, alors après c'est pas tout le temps le cas, c'était une manière aussi de faire réagir les gens, de créer de l'engagement. Et donc, l'engagement qui est créé valorise, entre guillemets, mon contenu. Il le valorise pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Donc, si vous faites un post qui crée de la polémique, malheureusement pour vous, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui le commentent, qui le partagent, va rendre votre post de plus en plus visible. Et donc, c'est un petit peu le drame. Quand c'est bien, tant mieux. Quand c'est pas bien, honnêtement, c'est compliqué. Et donc là, c'est ça, le bad buzz fait boule de neige, plus de gens commentent et donc ça grossit de plus en plus. C'est ça que je veux dire. À votre contenu. Or, c'est des gens qui, de base, n'auraient jamais vu votre contenu. Et donc, c'est un petit peu toute la notion au niveau de l'engagement. Et c'est un petit peu la notion qui est la plus clé par rapport aux réseaux sociaux actuellement. C'est de dire, OK, quel est le taux d'engagement de publication? Quel est le nombre de personnes qui, ayant été exposées à mon contenu, font des choses actives par rapport à ça? Et donc, c'est pas le tout d'atteindre des personnes, mais c'est faire en sorte, et c'est pour ça qu'on a des leaders d'opinion, c'est faire en sorte de faire réagir les gens.
Et tu diras peut-être après par rapport au podcast ou par rapport à du contenu, on a beaucoup de gens qui sont spectateurs. Des gens qui voient passer du contenu, qui le consomment gentiment en disant « Ok, c'est gentil, j'ai pris de l'information et tout ça ». C'est bien, mais c'est pas suffisant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens s'engagent par rapport au contenu et de comprendre un petit peu quelles sont les personnes qui sont intéressées par mon contenu, plus que de dire j'ai créé du contenu pour la communauté, tant mieux, et je crée mon contenu de cette manière-là. Non, ce qui est intéressant, c'est que les gens, à un moment ou l'autre, vous gratifient ou vous remercient d'une certaine manière par un commentaire, par un like, par un partage, par du débat d'opinion par rapport au sujet que vous avez débattu. C'est ça, tu as tout à fait raison. Et c'est ce qu'on remarque en tant que producteur de contenu ici. La raison pour laquelle on fait ce podcast, donc comme je te l'expliquais avant, juste avant qu'on commence, c'est que sur le podcast Critérium ici qu'on fait, sur quelques épisodes, on a quelques dizaines de vues. Donc c'est pas grand-chose, c'est pas beaucoup d'écoute. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe ce podcast en petits bouts de 2 minutes où on traite d'une opinion ou d'un sujet clair ou un peu clivant et qu'on va repartager sous forme de petites vidéos sur LinkedIn, ce qui nous permet justement d'avoir beaucoup d'engagement. Donc, quand on met bout à bout toutes les vues qu'on a fait sur les 2 premiers podcasts, je crois qu'on arrive à 6 ou 7 000 vues de ces petites vidéos, de ces petits bouts snacks du podcast sur LinkedIn quand on est à 50 vues sur le podcast. Et donc, ça montre tout à fait qu'il faut s'adapter au support sur lequel on partage les messages, mais aussi s'adapter à l'audience. Voilà, l'audience sur LinkedIn va consommer un contenu relativement court, relativement snack. Tout le monde n'a pas le temps d'écouter 1 heure de podcast. Et je voudrais réagir sur ce que tu as dit aussi au niveau de l'engagement. C'est ce qu'on voit. Parfois, vous allez publier du contenu qui va vous paraître super. Pendant les quelques premières heures, vous n'allez pas avoir de like ou de commentaires. Bien, le post va naturellement mourir et vous n'aurez pas plus d'engagement. Par contre, si vous avez un post sur lequel vous avez quelques likes et quelques commentaires assez rapidement, eh bien, ce que vous allez remarquer, c'est dans les jours suivants, vous allez continuer à avoir des personnes qui vont liker ce post parce que ce post est toujours vivant. C'est-à-dire que l'algorithme de LinkedIn, vu que l'algorithme a vu qu'il y avait un certain engagement sur ce post, va continuer à le booster. Et c'est pour ça que vous avez certains posts où vous faites quelques dizaines de vues et vous êtes désespéré, vous dites mince, mon contenu n'est pas bon, et sur des posts qui vous paraissent même parfois moins bons, vous dites tiens, j'ai fait 3-4 000 vues, je sais même pas comment c'est possible. Tout ça fait partie de l'algorithme LinkedIn qui va aussi essayer de booster les contenus les plus engageants. Donc en tant que producteur de contenu, en tant que leader d'opinion, votre but, comme a dit Jérôme, va être de émettre des opinions pour lancer le débat, pour justement faire cet effet boule de neige, pour amener plus de personnes à voir votre contenu. Je reprends juste un point par rapport à ce que tu disais. Le temps qu'on passe sur LinkedIn est plus faible par rapport à d'autres plateformes. Et donc, par rapport au contenu, effectivement, il faut laisser du temps au temps aussi. Il faut pas espérer avoir un maximum des réactions dans l'heure. On n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur Instagram, on n'est pas sur Twitter. Et donc, on a généralement une courbe qui est relativement ascendante en termes de statistiques. Pour avoir le maximum de vos statistiques, comptez 4 ou 5 jours. Et donc, c'est pour ça on ne va jamais vous recommander de faire plusieurs posts sur une journée. Quand vous êtes sur Twitter, vous en faites autant que vous voulez. LinkedIn, dans ses grands principes par rapport à l'algorithme, justement, est en défaveur du post un petit peu frénétique qu'on pourrait avoir sur la plateforme en disant « Ok, j'en mets plusieurs sur la journée ». L'algorithme va travailler contre vous. Et donc, le but, en tant que producteur de contenu, c'est de comprendre comment fonctionne l'algorithme, quels sont les formats à utiliser, quels sont les meilleurs moments pour publier, sur quel format, effectivement, le publier. Donc, comme tu disais, voilà, on peut faire le contenu long. Après, on peut le snacker en petits morceaux pour le remettre à différents moments. Et la somme des petites individualités va être plus grande que le format initial et le format long. Mais effectivement, j'ai eu le cas récemment sur des posts. Si un post prend rapidement, et quand je dis rapidement, s'il a assez facilement quelques likes, quelques commentaires, vous allez voir un petit peu ce côté. Voilà, c'est un petit peu le côté viral et dans le bon côté des choses. C'est que vous allez avoir des nouvelles personnes qui viennent liker vos posts, des gens qui sont dans un deuxième réseau, deuxième niveau de connaissance que vous auriez peut-être pas eu d'habitude. Et donc, c'est important de comprendre un petit peu quels sont les sujets qui vont intéresser les gens, quelle est la manière de l'émettre, de le décrire, et surtout, est-ce que c'est pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons. Donc, si vous voulez faire du chiffre pour du chiffre, ce qu'on disait au tout début, vous pouvez faire des posts de surface et de temps en temps, voilà, ça fait pas de mal d'avoir du chiffre. Dans la globalité, ça peut servir aux objectifs aussi. Alors après, il faut pas aller que là-dedans ou que dans l'autre, mais on peut se servir un petit peu de la totalité des indicateurs pour rendre son contenu au final quand même plus visible que ce qu'il aurait pu être juste par la force naturelle des choses.
Une petite parenthèse qu'on pourrait dire aussi par rapport à LinkedIn, petite anecdote, c'est que les gens se calment un peu avec les sondages, parce qu'on a vu que les sondages avaient tendance à générer plus d'engagement, puisque effectivement les gens disent oui ou disent non à votre sondage ou répondent à vos questions, et donc on voit des sondages partout. Aujourd'hui, tout le monde fait des sondages sur tout et n'importe quoi, juste pour booster son reach, pour booster sa visibilité. Mais voilà, il faut l'utiliser à petite dose, il faut l'utiliser à bon escient et pas ne mettre que des sondages sur son profil. Une petite une information que j'ai lue il y a pas très longtemps, que je trouvais assez importante, tu me dis si je me trompe, c'est que d'après des statistiques LinkedIn, il y aurait uniquement 1% des membres de LinkedIn qui produiraient du contenu pour LinkedIn. C'est-à-dire que les 99 autres pourcents seraient non pas des acteurs, mais voilà, des gens qui voient ce qui se passe, qui vont regarder les contenus, mais qui ne vont jamais interagir, qui ne vont jamais commenter, qui ne vont jamais faire de posts, qui ne vont jamais faire de contenu, mais qui néanmoins sont là et regardent ce qui se passe. Et on a encore eu le cas ici, juste avant de démarrer ce podcast, on était en train de discuter du podcast et tu m'as dit, tiens, j'ai telle personne qui m'a parlé du podcast, qui m'avait dit qu'elle l'avait vu. C'est une personne avec qui je n'interagis pour dire jamais, qui ne like jamais le contenu. Je ne sais même pas si on est en relation sur LinkedIn. Par contre, quand on commence à gratter un petit peu plus loin, énormément de gens voient. Et quand tu compares effectivement le nombre d'engagements que tu as sur certains posts par rapport aux vues que tu peux voir dans ton profil, tu remarques les différences. Tu remarques que tu vas avoir 10 likes ou 20 likes sur ton post, mais après, tu vas peut-être avoir 800 ou 1000 vues de ta vidéo. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Donc, ce que je voudrais dire aussi aux créateurs de contenu aujourd'hui, ou les gens qui veulent avancer dans cette histoire de leader d'opinion, c'est ne pas regarder uniquement les likes et les commentaires que vous avez. C'est pas le seul KPI, c'est pas le seul outil de mesure. Il faut prendre un peu de recul et aller un peu plus loin et voir, voilà, est-ce que les gens ont consommé mon contenu, en sachant très bien qu'il y a très peu de gens qui vont liker, commenter et engager. Mais ce qui compte, c'est que le message soit passé. Et ça, il faut pas se désespérer quand on a peu de likes ou peu d'engagement au début. C'est normal. Ce qui compte, c'est que le message soit envoyé aux bonnes personnes. Toi, le 1% des gens qui créent du contenu, je pense qu'on pourrait même l'élargir quasiment à toutes les plateformes sociales. T'as quand même énormément de plateformes où les gens sont spectateurs. Je sais que Twitter était sur le même principe. On était sur du 90, 9 et 1. Donc 90% de gens qui étaient spectateurs, 9% qui étaient des gens qui de temps à autre produisaient du contenu. Et honnêtement, c'est de temps à autre, donc c'était 1 à 2 fois par mois, c'est pas beaucoup. Et le 1% qui sont un petit peu les utilisateurs superstars, qui sont des gens qui créent vraiment régulièrement du contenu, qui alimentent la plateforme, et qui sont des gens qui, de ce fait-là, vont se rendre beaucoup plus visibles que les autres. Mais vous avez la même chose sur Facebook. Honnêtement, il y a de moins en moins de personnes, j'ai l'impression, qui créent du contenu. Vous avez, c'est souvent les mêmes personnes qui vont prendre la parole sur la plateforme. On est plutôt dans une optique de je regarde ce qui se passe, j'observe un petit peu les autres. Et donc, ce que tu disais, l'exemple ici avec la personne qui m'a parlé de ton podcast, c'est un bon exemple. C'est que vous n'êtes pas connecté directement. Par contre, via parce que Cédric était invité dans le podcast, il est connecté avec cette personne. Et donc, tu peux voir facilement comment tu rentres dans le champ d'autres personnes, sans pour autant que toi, tu puisses le mesurer directement. Mais donc, il y a quand même un impact qui va se mesurer, comme tu disais justement, au-delà des likes, au-delà des commentaires. On a accès à des statistiques quand vous produisez des contenus sur qui a vu, donc dans le fil d'actualité de quelle personne s'est affiché le post. Et donc, on le voit au niveau des entreprises dans lesquelles ils travaillent, au niveau des régions, au niveau des postes qu'ils occupent. Ces informations-là, honnêtement, c'est de l'or. C'est ça qui est pertinent. C'est ça qui est vraiment pertinent dans la production de contenu. Et j'avais fait le test, sur 3 semaines, de faire un post toutes les semaines. Et donc, je suis parti, on va dire, du niveau 0 pour arriver au niveau 3. Le 3e post que j'ai fait, j'avais 2 fois plus d'engagement sur le post par rapport au premier. Donc, c'est un travail qui est aussi dans le temps. Il faut pas se dire, j'ai créé un post aujourd'hui, honnêtement, je vais voir si ça fonctionne. Ça fonctionne pas, je casse tout. Il faut pas le voir de cette manière-là. C'est ça. Ça nous permet d'embrayer finalement ici sur le 2e tour de ce critérium qui va être quelle est la situation des entreprises B2B aujourd'hui sur LinkedIn par rapport à cette production de contenu. Et je vais commencer là-dessus. Je pense que on reçoit beaucoup de demandes. Tu reçois beaucoup de demandes aussi de formation actuellement. Des gens qui te demandent, voilà, j'aimerais ton expertise social media et notamment LinkedIn pour savoir en tant que société, qu'est-ce que je dois faire sur LinkedIn? Parce que là, on a beaucoup parlé des leaders d'opinion. Il faut bien mettre en parallèle un compte privé que vous allez utiliser pour donner votre opinion et une page société sur LinkedIn. C'est 2 choses différentes, ça fonctionne différemment. Et donc, j'aimerais bien aujourd'hui qu'on fasse un petit état des lieux. Quelles sont les demandes les plus fréquentes que tu reçois des boîtes, notamment B2B, sur l'utilisation de LinkedIn?
Ça, c'est la première chose. Et comment elles peuvent intégrer, je veux dire, leurs employés ou leurs partenaires dans cette production de contenu pour justement prendre la parole. Oui, mais alors pour répondre à ta question, Julien, c'est vrai qu'on a assez souvent les mêmes demandes ou les mêmes interrogations qui arrivent. Bien souvent, ce sont des entreprises qui sont déjà sur LinkedIn. Donc, elles ont une page d'entreprise. Et donc, juste pour refaire le point de vue par rapport à ça, on a différents acteurs qui peuvent prendre la parole sur LinkedIn. Donc, on a des personnes physiques, toi et moi. On a nos comptes LinkedIn sur lesquels on peut venir mettre des comptes premium si on veut. Donc, on a différentes fonctionnalités qui existent en fonction de ce qu'on recherche. On a des pages d'entreprise. Et on a aussi des groupes. Donc, dans des groupes, t'es membre de groupes, moi aussi. Il y a des groupes qui existent sur des sujets bien spécifiques, avec, je trouve, une certaine vitalité qui revient dedans, ou en tout cas une certaine pertinence qui revient un petit peu dans les groupes, ce qui était moins le cas avant. C'est un petit peu la mode aussi, nouveau comme sur Facebook. Donc, vous avez aussi certainement des groupes dans lesquels vous êtes actifs, dans lesquels vous trouvez de l'information qui est plus qualitative, en tout cas plus engageante que ce que vous trouvez simplement de la part de pages. Et donc, on a vraiment, ici sur les groupes aussi, un petit peu le renouveau des groupes sur LinkedIn, mais donc on a vraiment ces trois grands piliers qui existent en termes de création de contenu. Et donc les personnes qui viennent vers nous, et pour les formations qu'on a déjà organisées ensemble, bien souvent c'est des gens qui sont dans l'année 1. Donc ils se sont dit, ok, on va aller sur LinkedIn, on est une entreprise en B2B, on a des choses à raconter, et LinkedIn est vraiment la plateforme qu'on estime la plus à même de répondre à nos objectifs pour toucher différentes personnes. On a cette page. Ici, maintenant, on est un petit peu occupé à se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait après? Et donc, dans les qu'est-ce qu'on fait après, il y a différentes options. L'option numéro 1, c'est de regarder le contenu, d'analyser un petit peu les résultats et de voir ce qui se passe. Par rapport aux objectifs de la marque, de l'entreprise, si vous êtes, on va dire, admettons, cas classique qu'on a déjà vécu, sur une visée à l'international, c'est toujours intéressant de regarder déjà un petit peu qui sont vos followers. Vous avez des gens qui viennent regarder votre contenu en tant que page. On l'a eu ici de nouveau récemment, mais c'était une page qui voulait aller à l'international, sauf que 99% des followers de la page sont des Belges. Donc la probabilité que les prospects que vous voulez atteindre voient passer votre contenu dans leur fil d'actualité à partir de votre page en organique, donc sans payer, honnêtement, jouer au loto, je pense que c'est la même probabilité. C'est compliqué. La démarche est correcte. On est sur la plateforme, on crée du contenu. Après, dans le côté, on va toucher les bonnes personnes. Ça, c'est un step qui arrive après, et ça vaut la peine de temps en temps d'analyser effectivement la page pour voir un petit peu quelles sont les statistiques et qu'est-ce qu'on peut décoder de ces statistiques. Avoir 1000 followers, en avoir 10 000, génial. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que le fait d'avoir sa simple page est suffisant? Et donc, arrive bien souvent des discussions par rapport au rôle que peuvent revêtir les employés d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? On a, si vous êtes dans une structure de taille moyenne ou de taille un petit peu plus large, vous avez des bons soldats ou des soldats qui sont un petit peu plus réfractaires. Dans les plus réfractaires, ce sont des gens, et j'étais dans ce cas-là quand j'étais employé, je travaillais dans une banque avant, je n'étais pas souvent le plus prompt pour partager des contenus qui venaient de la page de l'entreprise. Parce que j'estimais, et donc c'est une démarche personnelle, et donc on va voir un petit peu le mélange qu'on peut opérer entre l'entreprise et son propre profil. Donc c'est votre personal marketing que vous mettez aussi en avant sur LinkedIn. J'estimais que le contenu qui était produit n'était pas le plus intéressant pour mon réseau. Et donc la finalité que j'avais par rapport à la création de contenu, par rapport au partage d'informations, était plus sur la valeur ajoutée, la perception perçue pour mon réseau, plus que pour faire plaisir à mon employeur ou à mon entreprise. Et donc vous avez ces personnes un peu plus réfractaires, vous avez les bons soldats. Donc les bons soldats, c'est les gens qui voient passer le contenu, ou alors on les informe en disant on a mis une news sur LinkedIn, ça serait sympa que vous la partagiez. Ils se posent pas de questions, ils le partagent. Ils partagent un post, ils en partagent 100 de manière assez indéfinie. Et à côté de ça, vous avez des gens qui sont des bons soldats, qui sont peut-être entre les deux, mais qui en plus créent déjà eux-mêmes pas mal de contenu. Donc ce sont des gens qui sont déjà dans ton 1%, toi que tu décrivais tout à l'heure, des gens qui sont des créateurs de contenu. Eux prennent déjà la parole sur différentes choses. Et ce qui est de temps en temps un petit peu déroutant pour des entreprises, c'est qu'ils prennent la parole sur des sujets qui sont pas forcément que les sujets de l'entreprise, où ils vont reprendre la parole sur le même sujet que l'entreprise, mais ils le font à leur sauce. Et donc, au lieu de prendre le post qui était sur la page d'entreprise, ils ont été choper des photos à droite à gauche, ils refont un post. Et pour la personne qui gère la communication au sein de l'entreprise et qui est généralement la personne demandeuse de cette mission, elle est un petit peu désarçonnée en disant, OK, mais lui ou elle, ouais, on sait bien, c'est compliqué. Mais par contre, il nous casse un peu les pieds, ou elle nous casse un peu les pieds, parce qu'il a des stats de dingue sur ses posts. Regarde un peu son post, il a fait 100 likes et tout ça. Venir lui dire qu'il faut faire autrement,
bah, c'est compliqué parce que oui, il fait du boulot, mais on n'arrive pas à le cadrer dans ce que nous, on voudrait obtenir, en tout cas, comme vision ou comme diffusion du message sur LinkedIn. Et on voit ça régulièrement, comme tu le mentionnes, des employés de sociétés qui ont un personal branding et une audience et un engagement qui est finalement plus large que la page de la société. Et alors, comment il faut réagir avec ces gens-là? Est-ce que, comme tu le dis, soit tu les brides et tu leur dis, OK, bon, Coco, tu vas publier les messages que nous, on te dit de publier, ou alors on accepte que ces personnes aient leur propre personal branding et leur opinion par rapport au sujet et les laisser développer leur bulle eux-mêmes de leur côté et développer leur audience à leur façon avec leur opinion. Brider, je pense que c'est toujours compliqué. Après, effectivement, on peut poser certains cadres par rapport à la présence. Donc, on peut dire, voilà, il y a ce message qui est là. Si tu veux, il y a ce message que tu pourrais partager. Si tu en fais un autre, par contre, on peut se mettre d'accord avant. Et ça existe. On l'a déjà vu ici pour certaines entreprises sur lesquelles on a fait des missions. C'est qu'ils savent très bien qu'ils sont un petit peu leurs champions. Et donc, quand je dis champions, c'est les hyper communicants. C'est-à-dire, voilà, tu peux m'envoyer le message avant, juste pour valider, ou en tout cas, on se met d'accord sur des choses à dire, des choses à ne pas dire. Ça peut être dans la diffusion d'images. Ça part de bonne foi, honnêtement, de bonne intention de la part de cette personne qui communique pas mal pour le moment. Mais l'image qu'elle va utiliser peut entrer en conflit par rapport aux valeurs de l'entreprise ou par rapport à ce qu'on voulait montrer. Donc, c'est juste important de le voir. Et donc, brider, je pense que c'est toujours compliqué. Vous êtes face à des gens qui peuvent être de bonne volonté, qui font effectivement très bien leur personal marketing. À vous de voir effectivement comment les utiliser. Donc, il y a quand même des ressources, il y a quand même des forces. Ces personnes ont un réseau qui est actif, qui est généralement relativement élargi. Donc, ces hyper communicants ont des gens, ont un réseau, je veux dire, de 1000, 2000, 3000 personnes. En termes final, c'est aussi du personal, enfin, on va dire du corporate branding que vous allez faire. Vous faites de l'employer branding, vous allez faire de la notoriété pour votre entreprise grâce à ces personnes. Donc, vous ne payez pas d'une certaine manière. Eux vont le faire pour vous. À partir du moment, effectivement, où l'entreprise rentre en ligne de compte, ça vaut quand même la peine, vous, en tant que personne qui gère la communication, d'avoir un œil sur ce qui est fait par les autres personnes. Pas de les fliquer, pas de leur dire c'est bien, c'est pas bien et tout ça. Juste de voir quand même dans un cadre plus global, dans une vision un peu plus à moyen terme ou à long terme, ce qui est fait et comment c'est fait. Si c'est vraiment pour leur intérêt propre et tirer la couverture pour eux, il y a un moment, on peut quand même mettre certaines limites en disant, vous êtes employé de l'entreprise, je comprends très bien qu'il y a certains enjeux personnels, c'est votre compte personnel. Par contre, de temps à autre, la communication qui est faite en conflit ou en contradiction par rapport à ce que nous, on diffuse comme entreprise, comme valeur. Et donc, c'est un équilibre qui est honnêtement dur à trouver. Et c'est compliqué quand tu viens chez une personne pour lui dire, c'est magnifique ce que tu fais, par contre, sache qu'on va le faire différemment. C'est ça, c'est toujours compliqué, ouais. Voilà, c'est toujours compliqué à gérer. Je fais ce que je veux, oui, et tu fais ce que tu veux, mais de temps en temps, ça serait quand même bien qu'on collabore. Et donc, cette collaboration, quand elle se passe bien, tant mieux. Après, c'est pas tout le temps évident. Et d'expérience, on l'a déjà eu. Avec des gens, on dit, ah ouais, oui, ça, j'ai vu que tu as vu le profil de telle personne, on lui a déjà dit, mais honnêtement, il écoute pas, ou il fait de son côté. C'est compliqué. Après, là, tu parles des super communicants. Donc, effectivement, si dans votre boîte, vous avez des super communicants LinkedIn, c'est top. Mais je pense qu'il y a aussi une grosse proportion des sociétés qui sont sur LinkedIn qui, justement, ont le problème inverse, c'est que eux ne communiquent pas énormément. Et les gens, quand je dis les gens, les membres, les partenaires, les employés, ne sont pas communicants non plus. Et donc, on arrive avec une problématique inverse qui est on n'a pas de visibilité et nos personnes n'ont pas de visibilité non plus. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Où là, je vais dire pas le problème, mais la dynamique est inverse, c'est de dire, voilà, vous travaillez pour nous, on essaye de produire du content corporate qu'on publie sur notre page. L'engagement n'est pas énorme, le reach n'est pas énorme parce que c'est une page, et on rappelle que les pages ont beaucoup moins de reach, beaucoup moins de visibilité que les profils privés. Et donc, l'idée est de se dire, comment est-ce que vous allez pouvoir faire, grâce à vos employés qui sont présents sur LinkedIn, pouvoir faire caisse de résonance pour aller un petit peu plus loin. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, on a donné pas mal de formations là-dessus. Bien souvent, il y a 3 problématiques. La première, c'est que les employés s'en foutent. Voilà, ça les intéresse pas. Ils ont leur boulot, ils font leur boulot. C'est pas leur rôle de communiquer pour la marque ou pour la boîte. La deuxième problématique, c'est qu'ils sont volontaires, ils veulent le faire, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas quel contenu publier. Ou la troisième chose, c'est qu'ils ont des opinions, mais ils n'osent pas l'exprimer. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce que le service com va penser de moi? Qu'est-ce que la boîte va penser de moi? Qu'est-ce que les concurrents vont penser de moi? Qu'est-ce que les sales vont penser de moi? Et donc, n'osent pas prendre le pas parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas droit à la parole. Ils n'ont pas le droit au chapitre parce que leur opinion ne serait pas du niveau attendu de la boîte.
Et c'est ce qu'on remarque pas mal aussi. Et donc, ce qu'on essaie un peu d'évangéliser, c'est que chacun à son niveau a son opinion et peut produire du contenu. Ça veut pas dire être le nouvel influenceur LinkedIn B2B, ça veut pas dire être le super communicant de la boîte, ça veut pas dire uniquement repartager la news corporate qui est envoyée chaque semaine pour dire qu'on fait quelque chose sur LinkedIn, mais c'est de pouvoir prendre la parole, de pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, faire caisse de résonance aussi pour la société. C'est un peu ça qu'on essaye aussi de donner comme conseil aujourd'hui. Ouais, et c'est des choses qu'on a déjà mises en place dans différentes entreprises. C'est vraiment d'abord c'est regarder un petit peu avec la personne qui gère la page ou qui est à l'initiative de la demande, de voir un petit peu dans toutes les personnes qui sont autour de la table, quel est un petit peu le niveau de maturité. Est-ce qu'on a des gens qui sont plus matures ou un petit peu moins matures là-dedans? Et généralement, on donne des formations dans un premier temps qui sont généralistes pour poser un petit peu le cadre par rapport à LinkedIn. À quoi ça sert, comment on l'utilise, un petit peu les différents points qu'on a évoqués juste avant. Et puis après, ce qu'on a déjà fait assez souvent et je trouve intéressant, en tout cas dans la démarche, peut être intéressant pour l'entreprise, c'est vraiment de sélectionner ces personnes et d'avoir un entretien individuel pour leur dire, mais voilà, comment compléter votre profil, quel est l'impact justement d'avoir un profil qui est bien rempli, pourquoi le remplir, avec quoi le remplir, comment gérer un réseau, qui accepter, qui ne pas accepter, avec qui se connecter, qui suivre, et comment créer du contenu. Et donc sur les 4 étapes que je décrivais avant, on revient généralement là-dessus en disant, mais voilà, pour le moment, votre niveau ou ce que vous pouvez faire par rapport au temps qui est disponible, par rapport à votre ambition, par rapport à votre compréhension, par rapport à votre désir sur LinkedIn, ben on est ici déjà, ne fût-ce qu'être un petit peu actif. Et donc, on a pas mal de comptes qui sont créés, et ça, c'est très bien, sauf que les comptes sont, entre guillemets, inactifs, dormants. Donc, les gens scrollent, vont regarder de l'information, mais ne vont quasiment jamais liker, ne vont quasiment jamais commenter, ne vont quasiment jamais partager. Et donc, un premier pied qui peut être mis dans la porte, c'est vraiment de se dire, on va inciter les gens à se dire, ben voilà, quand vous voyez du contenu qui vous intéresse, allez au moins le liker ou le commenter. Ça, c'est le niveau 1. Et puis de voir avec eux, ben, par rapport à certains sujets, quels sont les sujets sur lesquels eux, vous aimeriez bien prendre la parole. Ou de quelle manière eux voudraient prendre la parole, mais comment on pourrait les aider avec le service communication, avec les personnes qui gèrent la com, comment on pourrait les aider pour justement arriver in fine dans ce leadership d'opinion, dans ce partage de différentes choses. Et voilà, il y a différentes stratégies pour y arriver, mais au final, ça participe d'une augmentation de la visibilité de l'entreprise qui va jouer à 2 têtes, aussi bien sur la page entreprise qu'au travers de ses employés et des employés, voilà, qui auront été motivés d'une certaine manière à voir la valeur ajoutée de LinkedIn et de dire pourquoi je le fais, comment je le fais et qu'est-ce que je peux en tirer par la suite. Et bien souvent, après ces 2 moments, on a encore un autre moment qui est refait avec la personne qui gère pour voir, ben voilà, on vous a donné différents moments de formation. Maintenant, où vous vous situez, où vous aviez émis l'idée de pouvoir écrire du contenu, est-ce qu'il y a besoin de support, est-ce que vous avez déjà créé du contenu, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme analyse, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et donc de pouvoir un petit peu mettre tout ça en musique pour se dire, ben voilà, on avait une page, on se rend compte que la page, elle a ses limites dans l'algorithme, elle a ses limites dans la visibilité qu'elle peut avoir, dans le fait que les gens suivent la page à bon escient. On a d'autres objectifs, on a des objectifs qui sont relativement ambitieux, mais comment on peut se reposer, ou en tout cas exploiter les forces vives de l'entreprise pour aller plus loin. Et ici, je laisse encore de côté toute la partie payante. Je suis vraiment sur la partie organique. Comment on arrive à avoir un maximum de visibilité sans mettre la main au portefeuille, mais en se basant sur des ressources qui sont disponibles et qui sont, entre guillemets, gratuites. Ce qui me permet d'alors embrayer sur le dernier tour de ce critérium aujourd'hui, c'est que je suis une société B2B, je me mets sur LinkedIn, j'ai des employés qui sont abonnés à ma page, qui sont présents sur LinkedIn. Qu'est-ce que je fais en 2022 pour utiliser LinkedIn à son plein potentiel, à faire caisse de résonance? Qu'est-ce que je peux faire en tant que marque sur ma page, en organique, en payant? Comment je peux évangéliser ça auprès de mes employés pour les rendre acteurs et non plus spectateurs? Donc, je voudrais poser la parole comme si j'étais un client qui arrive chez toi aujourd'hui et qui dit, voilà, Jérôme, donne-moi les clés de LinkedIn pour 2022 pour cartonner sur LinkedIn. Alors, je pense qu'on a déjà donné pas mal de clés sur ces différents points. C'est vraiment de multiplier les points de contact. Donc, on avait la page entreprise. Au niveau de la page entreprise, ben voilà, c'est aller créer du contenu. Et on l'a vu au niveau des différents formats. Ben, le fait de faire, par exemple, un podcast, c'est une manière un petit peu différente de créer du contenu, de se rendre visible. Vous pouvez partager des images, vous pouvez partager des liens vers votre site si vous voulez, et d'un petit peu mesurer tout ça. Mais c'est surtout toujours le remettre en parallèle par rapport à vos objectifs. Si vous êtes une entreprise qui doit faire du démarchage à l'international, on l'a dit, la partie gratuite a certaines limites.
Et donc, la partie payante peut être de temps en temps intéressante ou plus stratégiquement correcte pour atteindre vraiment ses objectifs. Et donc, au travers de la plateforme publicitaire, on peut vraiment aller cibler des profils, des fonctions, des pays, des régions. Et donc, vraiment se dire, si je veux toucher des personnes à l'international dans l'export de telle matière, tel sujet, telle entreprise, ça vaut la peine de vraiment se dire quel est au final le rôle de ma page en organique et quelle est la valeur ajoutée que je vais obtenir grâce aux médias payants. Et donc, c'est ce qu'on dit souvent, hein. C'est ce qu'on dit souvent, Jérôme, c'est que produire du contenu, c'est une chose, c'est bien de le faire, mais si vous comptez uniquement sur l'engagement organique, ça va mettre beaucoup de temps. Et justement, le paid arrive à ce moment-là pour vous aider, pour pouvoir booster ces contenus. Après, on est tout à fait d'accord. Les publicités sur LinkedIn, ça coûte assez cher. C'est pas à la portée de toutes les bourses, on peut le dire clairement, de toutes les petites entreprises, c'est assez cher. Par contre, c'est extrêmement puissant. Parce que comme tu le disais, on peut cibler des sociétés, des fonctions, des job titles, des pays qui n'est pas possible à faire avec d'autres plateformes. Donc ça, c'est vraiment propre à LinkedIn et c'est ça qui la rend très puissante et aussi assez cher au niveau publicité. Mais c'est extrêmement important à certains moments de booster ces contenus pour justement leur donner encore plus de visibilité, notamment sur votre audience cible. C'est un peu comme Facebook. Dans la période dorée, on touchait beaucoup de personnes. Ici, on touche de moins en moins de personnes. LinkedIn travaille sur le même principe d'algorithme et entre guillemets, de rareté de l'apparition dans le fil d'actualité. Donc, ça va vous coûter des efforts pour être visible. Et donc, on parlait de l'engagement. Il faut que votre contenu soit engageant. Donc, c'est pas le tout d'avoir cette page de communiquer. On l'a vu, vous pouvez mettre en parallèle des personnes qui vont vous aider dans la visibilité de votre entreprise au travers d'ambassadeurs, des ambassadeurs que vous allez recruter en interne, que vous allez former, vous allez leur montrer quelles sont les clés de succès sur LinkedIn, quelles sont les manières de créer du contenu, pourquoi le faire et comment le faire. Mais effectivement, la partie payante, on est sur un budget minimum de 10 € par jour sur LinkedIn. Donc, pour faire une campagne qui a un minimum d'impact, voilà, avec Facebook, on peut mettre 20 €. Honnêtement, on aura déjà pas mal de résultats. Avec 20 € sur LinkedIn, vous durez 2 jours. Il se pourrait très bien que vous ayez un niveau de résultat qui soit minimum ou qui soit inférieur par rapport à des bases sur lesquelles vous puissiez vous dire, voilà, là ici j'ai identifié un comportement, j'ai eu des clics sur mon site. Si le clic vous coûte 5 €, honnêtement, avec 4 clics, il faut déjà vraiment avoir beaucoup de chance pour que ça fonctionne bien. Mais effectivement, LinkedIn se sert, ou en tout cas se valorise de cette manière-là par rapport à la richesse de son ciblage, des possibilités qui existent. Et donc, on peut cibler, comme tu disais, différents critères. On peut cibler aussi des entreprises. Vous avez accès à des outils comme le Sales Navigator, donc qui est une autre interface premium, qui permet de trouver des prospects, de trouver les noms des personnes dans une entreprise. Si vous devez, je sais pas moi, si vous devez trouver des Chief Financial Officers dans les entreprises, vous pouvez faire des recherches, vous tomberez sur le profil de la personne que vous devrez contacter in fine. Mais donc, pour 2022, je pense que le plus important, c'est déjà comprendre qu'il y a un algorithme, que l'algorithme vous empêche d'obtenir certains résultats et de comprendre aussi quel est le rôle de votre page LinkedIn actuellement. Quel est le rôle que ça occupe par rapport à vos objectifs business, par rapport au fait d'être présent sur LinkedIn. La simple présence sur la plateforme n'est pas un objectif en soi. C'est pas de ce fait-là que vous allez cocher une case. Oui, c'est votre case en disant j'ai checké la box parce qu'on a créé notre page sur LinkedIn. Ça, c'est l'étape 0. Maintenant, il faut embrayer les choses, créer du contenu, intéresser des gens, avoir des followers ou pas. Honnêtement, je préférais à la limite que vous ayez de l'engagement que d'avoir des followers, plutôt de se dire, voilà, on a des gens qui suivent notre page. C'est très bien, mais si vous êtes une page belge, vous aurez généralement énormément de followers qui viennent de Belgique. Ce qui va être très, très compliqué, c'est d'aller plus loin, d'aller au-delà des frontières. Et une autre question, et pour répondre à ta question de base, c'est aussi de voir de quelle manière, par exemple, LinkedIn peut aider des sales pour leur démarche de prospection. Comment, au départ d'une page d'entreprise, comment, avec la combinaison avec des ambassadeurs, les sales sont aidés dans leur travail, peuvent plus facilement conclure des leads et se dire quel est de nouveau le rôle de LinkedIn par rapport à ça. LinkedIn n'est peut-être pas là pour vous aider à faire des deals directement, mais il va vous aider de manière indirecte parce que vous avez de la visibilité, parce que vous êtes dynamique, parce que les gens vont chercher de l'information pour voir qui vous êtes. C'est une manière aussi d'avoir de la réassurance par rapport à tout ça. Et donc, pour certains secteurs, on sait très bien qu'on ne touchera jamais le prescripteur final parce qu'on a certains profils qui sont peut-être sur LinkedIn, qui sont pas du tout actifs, donc qui ont créé un profil à un moment ou l'autre. Et donc, ça vaut la peine aussi
de bien repositionner LinkedIn par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il peut faire pour votre entreprise. Et de pas se dire, c'est du B2B, grâce à ça, on va y arriver, on va cartonner, c'est pas vrai. Vous pouvez vous prendre... C'est intéressant ce que tu mentionnes là, puisque c'est tout à fait vrai, notamment encore plus dans un cadre B2B, c'est que la personne qui va voir votre publicité et qui va peut-être avoir un intérêt, donc là on est toujours dans le payant, imaginez-vous que vous fassiez des pubs payantes, la personne qui va voir votre publicité ne sera probablement pas la personne qui décidera de l'achat ou du partenariat ou autre. C'est ça qu'il faut prendre aussi en contrepartie, c'est que beaucoup de gens qui se lancent dans le paid sur LinkedIn, tu l'as déjà vu, on le voit souvent, c'est voilà, on va faire une publicité, on va essayer d'amener un maximum de clics pour arriver sur notre site, pour télécharger notre livre blanc, et grâce à ces emails, on va les retargeter comme pas possible, on va leur envoyer des emails et ça va devenir des clients. Et ce qu'on se rend souvent compte, c'est que, comme on le disait pour l'organique, il y a une faible partie qui engage avec les contenus, c'est pareil pour le payant. Et donc, c'est pas parce que vous lancez une publicité pour venir faire télécharger un livre blanc que subitement vous allez avoir 1000 leads qui vont vous donner leur email, très content d'avoir téléchargé votre PDF. C'est pas le cas. Et c'est ce qu'on voit très très souvent. Et donc souvent des boîtes se disent ben voilà, je vais activer du LinkedIn, ça va faire des gens sur mon site, ça va me faire des leads que je n'aurai qu'à donner aux commerciaux. Et on fait des campagnes pendant 2-3 mois et puis on se rend compte que c'est pas le cas. LinkedIn fonctionne pas exactement comme ça. Mais ce qu'on se rend compte, c'est comment est-ce que la publicité payante sur LinkedIn va pouvoir aider vos sales, comme tu le disais Jérôme. Exemple très simple, et c'est ce qu'on évangélise aussi beaucoup avec nos clients. Quand vous faites une publicité, vous pouvez cibler des sociétés. Vous pouvez cibler des job titles. Ça ne veut pas dire que ces personnes vont cliquer sur votre pub pour venir faire une demande de démo ou télécharger votre PDF. Par contre, ces personnes auront vu votre contenu. Et donc, vous pouvez dire, voilà, ça c'est ma liste, c'est mon Hall of Fame des 10 sociétés que je voudrais vraiment avoir comme client. Eh bien, vous pouvez les cibler sur LinkedIn avec la publicité, en tenant en compte que ces gens ne cliqueront peut-être ou probablement pas sur votre pub pour venir sur votre site. Par contre, ils auront vu votre contenu. Et si vous le faites de manière récurrente, vous aurez des statistiques qui pourront servir vos sales et vous pourrez aller voir vos sales en disant, regardez, ces 10 sociétés qu'on voudrait avoir comme clients, on les cible depuis plusieurs semaines et plusieurs mois avec du contenu. On remarque que tel job title ou de tel pays ou de telle région montre plus d'intérêt dans nos contenus. Ça va pouvoir aider les sales à pouvoir aller démarcher plus intelligemment. Ça ne veut pas dire que vous allez amener un lead ou un email ou un numéro de téléphone sur un plateau aux sales, mais ça veut dire que vous allez pouvoir les aider à voir quelles sont les sociétés ou les groupes de personnes ayant vu ce contenu qui commencent à être éduqués à votre produit ou à votre solution et pouvoir aider vos sales à orienter leur démarche. Et ça, c'est ce qu'on essaye d'évangéliser beaucoup au niveau de LinkedIn et encore plus en 2022. On sait on en a parlé justement dans le précédent podcast avec Cédric, c'est la fin des cookies de tracking et les difficultés qu'on a au niveau du tracking. C'est-à-dire que même si quelqu'un clique sur votre publicité aujourd'hui et convertit dans un mois en faisant une demande de démo sur votre site, il est très fort probable que vous ayez beaucoup de mal à attribuer cette conversion, cette demande de démo, au clic sur votre pub LinkedIn. Ça va être très compliqué. Et donc, ce qui veut dire que vous allez regarder dans votre console LinkedIn, vous allez vous dire, tiens, j'ai eu quelques clics sur ma pub, je ne vois aucun lead venant de LinkedIn, je vais voir dans mes analytics, je ne vois aucun lead venant de LinkedIn, aussi parce que vous ne pouvez pas la mesurer, et donc vous allez vous dire, LinkedIn, ça marche pas. Non, il faut juste voir un petit peu différemment comment est-ce qu'on va utiliser LinkedIn en 2022, et ça, je pense que c'est un point important, et j'aimerais aussi ton avis là-dessus, Jérôme. Il faut faire attention avec ce qu'on appelle le lead generation sur LinkedIn. C'est pas la panacée, et il faut faire ça de manière intelligente. De nouveau, c'est attribuer les bons rôles par rapport à LinkedIn. Ne pas penser que ça va résoudre tous vos problèmes ou grâce à ça, vous allez atteindre tous vos clients. Ce qu'on dit ici sur des leads, bien souvent, le lead final n'arrive pas directement au travers d'une campagne LinkedIn. Alors on peut, si on met en place le pixel LinkedIn, on peut voir certaines informations avec les limites qui existent et qui existeront encore plus avec la disparition des cookies. Mais il faut plutôt le voir, dans certains cas, pour une aide à la conclusion d'un deal final. Et de se dire, voilà, par rapport à ces personnes, si vous avez la chance d'entrer en contact direct avec elles, de leur demander un petit peu comment s'est passé, quel est le chemin qu'ils ont suivi, et de voir si LinkedIn a été un des chemins qui a été pris par ces personnes ou s'ils ont été exposés à un certain moment à des publicités sur LinkedIn. Et on en revient, je pense, à la question fondamentale, un des points qu'on a évoqué au début, c'est de quelle manière interpréter les données. Est-ce que ma campagne est réussie parce que j'ai généré 22 clics? Est-ce que c'est vraiment ça le plus important? Est-ce que ma campagne ne sera peut-être pas plus valorisée dans un horizon un petit peu plus long et donc de pas être sur du court-termisme, entre guillemets, en disant, OK, j'ai fait une campagne, ça fonctionne pas, LinkedIn, c'est nul, j'arrête, on ferme tout.
mais plutôt de le voir, on disait sur une période, je dirais de 3-4 mois, en faisant une campagne qui est relativement longue, d'exposition de contenu relativement fréquent par rapport à votre cible. Ça présuppose aussi que vous connaissiez bien votre cible, ou vous ayez identifié clairement votre cible. Si vous êtes sur un segment qui est très très large, forcément vous démultipliez un petit peu dans tous les sens. Et donc en termes d'investissement, on est déjà sur d'autres budgets aussi. Mais LinkedIn peut aussi vous permettre de faire du chirurgical ou de l'incrémental, et de vraiment se dire, on a une volonté d'aller sur tel segment, que ce soit en Belgique, que ce soit à l'étranger. Eh ben, essayez de voir dans LinkedIn ce que ça représente. De quelle manière, en organique, vous pourriez déjà faire certaines choses. Quelles sont les limites qui sont posées par l'organique aussi. Et qu'est-ce que vous pouvez atteindre au travers de ces publicités payantes. Alors, je suis pas occupé à vous vendre le fait qu'il fasse absolument passer par du payant. Mais de temps en temps, honnêtement, c'est la manière de forcer les portes et de se rendre visible auprès de certaines personnes. Au lieu de se dire, on a cette page, on a mis qu'on était un acteur qui était à l'importation, à l'import-export. C'est bien, ça c'est une bonne description, mais quelle est la chance pour qu'un prospect qui est au Japon arrive sur votre page LinkedIn en disant, OK, c'est lui dont j'ai besoin. Non, il faut de temps en temps avoir forcé un petit peu le destin, avoir forcé les portes d'entrée pour qu'il arrive sur votre page et pour qu'il puisse se dire, voilà, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Mais donc, je crois fondamentalement sur 2022 à une combinaison de plus en plus grande entre de l'expertise qui est portée au niveau d'une entreprise et des publicités qui sont de plus en plus spécifiques, qui sont vraiment custom pour certaines audiences. Et donc, on va avoir une expertise globale qui est partagée aussi bien par des pages que par des personnes. Et le côté humain, et on s'en rend bien compte sur des performances de publication, quand vous mettez des posts avec des photos, avec des collègues ou quoi que ce soit, vous avez des performances qui n'ont rien à voir avec des posts de votre entreprise. Et donc, c'est la combinaison des deux qui va être la plus, je pense, la plus valorisante et la plus valorisable pour vous, pour votre entreprise, à côté de ce que vous pourriez faire comme effort vraiment spécifique pour soutenir certaines initiatives au niveau de votre business. Et puis, je pense ici, on a parlé pas mal d'un point de vue business, d'accord, un point de vue lead generation, un point de vue je veux me développer en tant que business. Par contre, ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est des sociétés qui n'ont pas nécessairement besoin de développer leur business via LinkedIn. Ils ont des équipes de sales sur le terrain qui font ça très bien. Ils n'ont pas un besoin nécessaire de se digitaliser à ce niveau-là, au niveau de la génération de leads ou de prospects. Par contre, ils ont un besoin de recrutement qui est assez fort. Et donc, ils veulent se servir de LinkedIn pour travailler sur leur employer branding, comme on appelle ça, donc l'image que leur boîte renvoie envers des employés potentiels. Et donc, on le disait tout à l'heure, il y a moyen de faire du contenu organique, il y a moyen de faire du payant, il y a moyen d'inclure des super communicants, de faire communiquer vos employés, mais il y a plusieurs finalités aussi avec LinkedIn. Vous pouvez très bien essayer d'accroître votre business, accroître vos parts de marché, votre positionnement sur le marché. Mais vous pouvez aussi travailler sur votre employer branding, justement pour, comme tu disais, montrer de la transparence, exprimer votre opinion, montrer qui vous êtes en tant que société pour faciliter le recrutement. Et ça, c'est quelque chose qu'on reçoit beaucoup ces derniers temps, c'est comment est-ce que LinkedIn peut m'aider pour mon employer branding à ce titre-là aussi. C'est une manière aussi, c'est ce qu'on voit. Donc, les posts qui mettent l'humain en valeur fonctionnent, honnêtement, surperforment par rapport à d'autres publications. Pour vous, en tant qu'entreprise, c'est magnifique. Vous avez du contenu qui est créé par des employés qui sont contents, entre guillemets, d'être dans votre boîte, qui s'affichent à leur réseau en disant, voilà, je travaille pour telle entreprise, on a fait telle chose ou telle chose. Ces gens-là vont liker. Vous arrivez dans des niveaux plus 1 ou plus 2, donc des niveaux 2 ou 3 de connexion. C'est de la publicité gratuite. Donc, c'est des choses que vous n'allez pas payer, pour lesquelles vous n'allez pas débourser d'argent, mais ça vous permet de mettre en avant une certaine culture d'entreprise, certaines valeurs, un certain dynamisme, et de renforcer l'attractivité potentielle par rapport à certaines opportunités d'emploi qui pourraient exister. Mais donc, on peut avoir différents objectifs. Et donc, c'est ce que je disais au tout début. LinkedIn peut servir à différentes choses. Il faut juste être bien transparent ou bien au fait de ce à quoi va servir ou des différentes choses auxquelles va servir ma page LinkedIn. Ça peut être du recrutement, ça peut être du sales, ça peut être une combinaison des différentes choses. Et si vous ne faites pas du sales directement, LinkedIn peut être une très bonne manière de montrer à tout le monde que dans cette boîte-là, voilà, on fait différentes choses, c'est dynamique, il y a pas mal d'informations qui passent. Donc voilà, il ne faut pas juste considérer l'objectif primaire, on peut combiner différents objectifs aussi au travers d'une page LinkedIn.
Clairement, ben écoute, nous voilà déjà à plus d'une heure de podcast. Ça file tellement vite. Je pense on va s'arrêter ici, sinon on est encore parti pour des heures. Pas de Juste souci. pour récapituler, si on pourrait retenir pour les sociétés qui nous écoutent aujourd'hui, disons les 3 points principaux qu'il faudrait mettre en place ou faire attention sur LinkedIn en 2022 pour réussir sa communication sur LinkedIn. Pour toi, quel serait ton top 3 des choses à faire? J'irais déjà de un, analyser un petit peu les performances actuelles. À qui on parle, quel est le nombre de personnes qui voient passer nos posts, quel est le taux d'engagement déjà actuel, pour comprendre un petit peu. On est sur LinkedIn, ça fait un petit temps qu'on est dessus, où on vient de démarrer, on est dans le bon, on n'est pas dans le bon. Et donc ça rejoint un deuxième point qui est de bien préciser, de bien être clair vis-à-vis des objectifs qu'on va assigner à cette page LinkedIn. Ça va pas résoudre tous les problèmes de votre entreprise, ou ça va pas être le moyen ultime d'atteindre tous vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment ces choses-là. Et le troisième niveau, c'est voir de quelle manière combiner une présence d'entreprise via une company page, donc une page corporate, et comment intégrer des ambassadeurs qui vont travailler pour vous au travers de la diffusion de contenu et de contenu qui peut être niveau simple jusqu'au niveau basique, et de quelle manière vous transformez certains profils en leader d'opinion. Et on l'a vu, le leader d'opinion est vraiment une personne qui peut prendre la parole sur des sujets plus de manière moins chaude, mais qui prennent la parole sur des sujets avec une vision qui est peut-être à plus long terme et qui est en tout cas plus inspirante pour d'autres, et qui vont positionner cette personne et de fait l'entreprise à un autre niveau d'expertise et de crédibilité. Exactement. Si je pourrais juste finir pour terminer ici ce podcast que je trouve vraiment super intéressant, où on a couvert tout ce sujet, c'est de finalement ne pas avoir peur et de se lancer dans le bain. Ça fait toujours peur de se dire, je vais devoir produire du contenu, je vais devoir m'exprimer, de quoi je vais parler, qu'est-ce que les gens vont en penser. Et ça fait peur. Quand on a commencé ce podcast ici, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que les gens vont penser? Nos prospects potentiels, mais aussi notre compétition, les membres de notre réseau. Et à un moment donné, il faut pas avoir peur. Et il faut juste y aller. Il faut poser le cadre, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Il faut mettre des règles en place. Il faut avoir une stratégie et un plan, pas juste se lancer comme ça à l'aveuglette. Mais il faut surtout pas hésiter de le faire. C'est fini l'époque où on cliquait sur 3 boutons, on lançait des campagnes et on voyait les leads tomber sur son site et on était très content. Maintenant, il faut aller un peu plus loin dans la démarche. Il faut montrer de la transparence. Il faut donner de la valeur aux gens. Il faut interagir avec ces communautés. Et il faut y aller, il faut pas avoir peur de le faire. Donc j'invite vraiment les gens qui nous écoutent cette année, si vous aviez dans l'idée de faire un blog, de faire des vidéos de YouTube, de produire du contenu, de faire des podcasts, de participer à des événements, de travailler avec des influenceurs ou des blogueurs, vraiment allez-y, essayez. Pas que ça ne coûte rien, mais ça ne coûte pas beaucoup d'essayer de le faire. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille, tant pour le business, tant que pour le employer branding, comme on le parlait. C'est vraiment, ça bénéficie vraiment à l'entreprise. Je te remercie, Jérôme, pour ce podcast, d'avoir participé. C'est vraiment sympa de ta part d'être venu nous étaler ta grande science des réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et on s'entend très vite pour un nouvel épisode du Critérium. Salut Jérôme.